politique en RDC. Alors, il est parti après les événements de mars 2007. Il a dû quitter la capitale pour se rendre pour des soins médicaux au Portugal. C'est là que le président fédéral du MLC, Guérengo, l'a souligné. C'est là que le procureur va demander que la Chambre puisse délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. Et le seul argument qui a prévalu, c'était la possibilité de se soustraire à la justice internationale, parce que, vous savez, la Cour pénale internationale ne peut avoir une influence qui est sur un État parti, un citoyen d'un État parti, ou bien quelqu'un qui se trouve dans un État qui a ratifié les statuts de Rome, ou encore quelqu'un qui peut être poursuivi sur demande du Conseil de sécurité. Donc, c'est un peu le mot de saisine. Alors, Jean-Pierre Bemba, qui devait se rendre aux États-Unis, il ne devait pas fuir pour autant il était pressenti chef de file de l'opposition après qu'il ait perdu de peu l'élection présidentielle de 2006 face à Joseph Kabila. Donc ça, c'est le premier aspect du point de vue de la communication. Alors à l'interne, au niveau de l'opinion publique, ça a été mal perçu. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba, c'était quand même le grand gagnant des élections de 2006 dans la partie ouest. Je ne parle pas du résultat final où il y a eu quand même un écart de plus d'1 million de voix entre les deux candidats. Mais je parle dans la partie ouest où se trouve la capitale Kinshasa. Et Jean-Pierre Bemba contrôlait effectivement cette opinion-là. C'était comme qui dirait sur le plan de la communication que c'était... Il faudra rappeler 42%. Voilà, un chef d'État sans État. Vous voyez? Donc Bemba vivre dans une capitale qui est contrôlée par un pouvoir légal, mais dont la population soutient majoritairement son action, ça allait poser problème. Là, je parle sur le plan de la communication. Alors, cette arrestation-là, d'abord la célérité, on l'a souligné ici, la célérité de l'exécution de ces mandats-là. J'ai essayé de comparer quelques mandats émis. Il y a des mandats sous scellés qui ont pris 1 semaine avant la levée des scellés ou un peu plus de jours. Mais Bemba, le mandat a été émis le 23 et le 24. Les scellés a été levé et puis il a été mis en exécution ces mandats-là. Donc, il y a quand même une célérité, ce qui pousse certains observateurs sur le plan interne de penser à une instrumentalisation de la justice internationale pour des fins politiques. C'est un peu comme ça que ça a été perçu par l'opinion. Là, je parle de l'opinion, je ne parle pas des faits. Au fait, l'opinion aussi se forge par rapport à des faits, par rapport à des réalités palpables. Donc, c'est comme ça qu'on a cru voir. Et là, on fait une similitude par rapport à l'action de Jean-Pierre Bemba. Il est plus ou moins indépendant des Occidentaux, il est un peu plus distant des Occidentaux. C'est ce qui explique un peu cette exécution de mandat d'arrêt par la Belgique. Hein. Vous savez, certains ont dit que c'était le Portugal, on devait l'arrêter au Portugal, mais le Portugal était gêné d'arrêter une personnalité comme Bemba, mais la Belgique s'est assumée par rapport à cela. Donc, Fiske Mandonga, avec l'interprétation que vous faites sur le plan communication, il en découle avec vos analyses la raison pour laquelle, en tout cas dans l'opinion, il a été dit que le procès, et même au niveau de son parti politique, MLC, que cette affaire serait une affaire politique. Bon, une fois de plus, sur le plan de la communication, le parti de Jean-Pierre Bemba a toujours soutenu et continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Je pense que le président fédéral Guérengo, interfédéral du MLC, il ne va pas me contredire. Le MLC continue à croire que c'est un dossier, c'est un procès politique qui est fait à l'encontre de leur leader. Mais par rapport à cette opinion, à cette conviction, déjà, vous savez, les États-Unis
font partie des puissances du monde qui n'ont pas ratifié les traités, les statuts de Rome. Et l'argument pour les États-Unis, pour l'administration américaine, c'était de dire que les États-Unis n'aimeraient pas que les citoyens américains qui servent sous les drapeaux américains dans des opérations d'expédition à travers le monde soient poursuivis par la justice internationale qui pourrait être instrumentalisée par les ennemis des États-Unis. Sur le plan de la communication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a possibilité d'instrumentaliser la justice internationale qui est censée être indépendante. Il y a une possibilité. Et déjà, la CPI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un auxiliaire de l'ONU. C'est à ce titre que le président de la CPI présente les rapports annuels de la Cour devant les conseils de sécurité de l'ONU. Voyez-vous, quand la communauté internationale, après la Deuxième Guerre mondiale, veut mettre un terme à l'unilatéralisme des puissances, on dit non, tout doit se faire dans le cadre de l'ONU. Mais aujourd'hui, même cet unilatéralisme-là, il y a des opérations, des actions que les États-Unis mènent à travers le monde sans les cutis de l'ONU. On parlera de l'action en Irak et même ailleurs dans le monde. Donc, on n'exclut pas, sur le plan de la communication, qu'on puisse essayer d'instrumentaliser, puisque c'est l'argument que les États-Unis ont opposé à cette démarche-là de mise en place de la CPI. Bien, merci beaucoup, Fiske Mandunga. Nous allons accorder la parole à Désiré Kazadi pour réagir parce qu'il voulait quand même placer un mot par rapport à ce que les autres ont dit sur ces propos. Oui, merci. Je voudrais apporter une précision importante ici, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. J'insiste pour dire que lorsqu'un mandat d'arrêt est émis, il est émis en toute confidentialité, il est secret, et c'est lorsqu'on arrête le suspect que le mandat d'arrêt est rendu public. Les cas du rebelle soudanais Abu Garda, j'insiste pour dire qu'il n'a jamais fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il a plutôt été poursuivi sur base d'une citation à comparaître. Parce que les juges, la CPI, estimaient que sa fuite n'était pas à craindre. Donc je tenais à préciser. En ce qui concerne les crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est compétente, j'insiste pour dire qu'ils sont de trois ordres. Bien sûr que le statut de Rome reconnaît qu'il existe aussi le crime d'agression, mais la CPI, à ce stade, maintenant où nous sommes, n'est pas encore compétente pour pouvoir le connaître. Et, lors de la conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale, on avait donné un contenu à ce qu'on appelle les crimes d'agression au niveau de... J'étais en communication parce que je suis membre de la coalition pour la Cour pénale internationale, je sais ce que j'ai dit. Actuellement, nous parlons, il y a une prochaine assemblée des États partis qui ont fait l'organe législatif de la CPI. C'est en ce moment-là qu'on donnera la compétence à la Cour. Mais à ce stade, maintenant, pendant que nous sommes sur le plateau, si une personne est poursuivie devant la Cour, elle ne sera pas pour un crime d'agression actuellement. Voilà. Et je voudrais, pour terminer, préciser une chose. Lorsque on dit que la Cour pénale internationale est un auxiliaire, une auxiliaire de l'ONU, je voudrais préciser parce que là, il ne faut pas que nous dérobions, il ne faut pas que nous induisions en erreur ceux qui nous suivent. La Cour pénale est une structure indépendante de justice. Seulement, il y a un accord qui lie la Cour pénale internationale et l'ONU. Je crois que c'est à l'article 2 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale est une émanation des États partis et non une création sur la base d'une résolution des Nations Unies. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une structure auxiliaire. Non, il n'en est pas question, mais il y a un accord. Oui, mais parce qu'il y a un accord justement entre la Cour pénale internationale et l'ONU. Je voudrais aussi préciser, lorsque on parle de trois modes de saisine, ce sont trois types de saisine de manière classique, mais il y a aussi une possibilité pour un État qui n'est pas État parti au statut de Rome de la Cour pénale internationale de pouvoir reconnaître la compétence de la Cour. C'est le cas de la Côte d'Ivoire au travers d'une requête. Donc je voudrais juste apporter ces précisions-là. Voilà, on va prendre M. Valentin Guiringo parce que Fiske, en communiquant tout à l'heure, a insisté sur le fait que le MLC a toujours soutenu que le procès Bemba, c'est une affaire purement politique. Mais c'est Guiringo, 6 années après,
que Jean-Pierre Bemba passe dans les geôles de la CPI, est-ce que votre parti politique, le MLC, continue à soutenir que le procès il demeure politique? Il n'y a rien de judiciaire là-bas. Oui, nous continuons à les soutenir. Pourquoi? Parce que quand le mandat avait été lancé, il avait été dit qu'il a personnellement commis ces crimes-là avec un autre qui pourrait être Ange-Félix Patassé. Notre question était de savoir si tel était le cas, parce qu'il était co-auteur, qui est l'auteur principal. L'auteur principal n'a jamais été inquiété. C'est lui qui est présumé être auteur principal, paix à son âme, exigeait de lui-même pour aller répondre, il n'a jamais été cité. Il ne devait même pas être cité là-bas. Donc pourquoi nous disons que c'est politique? Et puis nous disons enfin que c'est politique vers la fin parce que les dossiers, comme nous disons toujours, c'est vide, c'est comme un slogan, c'est comme un refrain. Mais en réalité, le dossier est vide parce que quand vous vous rendez à l'évidence, telles que les choses ont évolué après que nos 34 témoins aient déposé, après que les 40 témoins à charge aient déposé, les juges se sont fait une idée nette pour se dire que dans cette affaire, il n'y a rien et qu'il faut, élargir Bemba. Mais l'acharnement du procureur, vous en avez fait allusion, l'acharnement c'est on y revient. Il faut savoir qu'à partir de mai 2013, pendant que l'affaire principale, l'affaire courait encore, Jean-Pierre Bemba et ses avocats étaient mis sous écoute depuis mai 2013 pour chercher à avoir une infraction sur l'affaire qui court. Mais que malheureusement, l'erreur que le procureur a commise, c'est de n'avoir pas insisté là-dessus, parce qu'il fallait dire que je viens d'intercepter une communication, il y a corruption, falsification, je vais introduire l'élément. Le procureur a commis l'erreur de laisser terminer toute l'affaire. L'affaire est clôturée. On vous demande d'amener les éléments de preuve pour l'audience de fait. Vous dites non, je veux faire intervenir un élément sur une deuxième affaire. C'est ça l'acharnement parce que la conséquence c'est quoi? La conséquence, cela veut dire que pour la première affaire, donc vous estimez qu'il n'y a pas de preuves. Comme il n'y a pas de preuves, libérons-les. Mais nous allons les retenir pour le deuxième dossier où nous supposons qu'il y a des preuves. Donc c'est là où nous disons qu'effectivement, c'est politique. Monsieur Guérimbo, c'est bien d'avoir dit ça, mais il y a toujours eu une curiosité dans l'opinion congolaise particulièrement. L'MLC a toujours clamé haut et fort que l'affaire Bemba, c'est un procès politique. Vous venez de le confirmer encore cet après-midi. Mais alors, puisque c'est un procès politique, c'est une affaire politique, quelles sont les positions politiques, les démarches politiques, même les arguments que vous avez fait et que vous avez mené? C'est là où l'opinion est toujours laissée à sa soif jusqu'à présent. Non, devant une justice internationale, on n'amène pas une action politique, on amène une action diplomatique. Parce que si nous menons une action politique, nous allons perdre. Nous rendons un très mauvais. Donc nous causons du tort à Jean-Pierre Bemba. Donc vous aurez pu nous demander quelles sont les actions diplomatiques. Et ça, je ne mets pas sur la table. Mais je vous confirme effectivement que c'est politique parce que si cette affaire n'était pas politique, il ne devait pas se retrouver. Vous vous rappelez que Moreno lui-même, en ayant à la séance de confirmation, à l'audience de confirmation des charges, on a donné à Moreno 3 mois pour confirmer les charges. Il a dû demander la Chambre a dû demander au procureur de pouvoir revisiter, de revoir son mandat parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'a pas personnellement commis les crimes qu'on lui reproche. On a dit peut-être que qu'est-ce qu'il a fait, une négligence, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les temps nous donnent raison aujourd'hui. Bemba n'a pas la culture de violence, la culture des crimes dont on parle. Bozizé qui a porté l'affaire à la CPI aujourd'hui, Bozizé, la chance pour lui parce qu'on saisit ses comptes, on l'empêche de voyager, mais on aurait dû l'arrêter simplement parce que parmi les 10 noms qui ont été avancés, les noms de Bozizé est là, mais c'est la même affaire, on dit que c'est lui qui instrumentalise les gens qui commettent des crimes là-bas. De fait qu'il est auteur intellectuel. Et comme il est auteur intellectuel, pourquoi on ne l'arrête pas, on saisit ses comptes et puis on l'empêche de voyager? Voilà là où nous disons que c'est politique parce qu'il y a 2 positions différentes pour la même affaire. Voilà, avant de remettre la parole à Maître Eley et à M. Yamba Yamba, nous allons prendre, puisqu'on est dans le camp du MLC, de ce qu'on va parler, on a été rencontré le secrétaire général du MLC, M. Thomas Loaka, qui, pour ses 6 ans de Bemba à la CPI,
et a donné aussi une opinion, parce que c'est le patron du parti actuellement au Congo. Louak a parlé, on l'a interrogé sous diverses questions. Il a répondu si on peut le prendre, et puis on va revenir pour que notre panel réagisse à ce que Louak a dit et à la suite de notre sujet, le 6 ans de Bemba à la CPI. L'absence de notre président national nous a causé un vrai préjudice sur deux plans. Premièrement, sur le plan politique, sur le plan national, le MLC a perdu son cadre le plus populaire. Le cadre le plus populaire du MLC, c'est Jean-Pierre Bemba. Vous vous souvenez, aux élections de 2006, les résultats officiels que la CENI nous a donnés, c'est 42%. C'est-à-dire des millions et des millions de Congolais ont cru en Jean-Pierre Bemba que c'est l'homme qui peut changer la situation politique, économique et sociale dans notre pays. Donc c'est les cadres les plus populaires. Deuxièmement, et comme vous le savez, donc il a eu beaucoup de voix. Et ça c'est quelque chose que nous avons perdu. Deuxième chose, en interne. En interne, l'absence physique de Jean-Pierre Bemba a créé parfois certains combats, des positionnements des cadres, et ce qui explique parfois les départs. Il y a des gens qui ont considéré que puisque Jean-Pierre Bemba n'est pas disponible, nous pouvons prendre le contrôle de la machine. Et il y a eu de la résistance. Je suis parmi ceux qui ont résisté à ce qu'un OPA puisse être fait sur les partis politiques, et ça a suscité beaucoup de combats. Par lassitude, certains camarades ont fini par partir. Donc, je ne dis pas que tous qui sont partis ont voulu contrôler les partis. Mais c'est vrai que l'absence de Jean-Pierre Bemba a encouragé certaines situations de conflits dans notre parti politique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Maintenant, le MLC, c'est une grande machine politique. Nous avons tenu bon parce que, vous vous souvenez peut-être, lorsque Jean-Pierre Bemba est arrêté en 2008, il y a beaucoup d'analystes politiques et même des gens sérieux qui ne nous accordaient pas une année de survie. Ils disaient MLC c'est fini avec l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, on peut faire une croix sur le MLC. Aujourd'hui, 6 ans après, nous restons toujours dans la course et aujourd'hui le MLC, c'est la première force de l'opposition institutionnelle à l'absence de Jean-Pierre Bemba. La première force de l'opposition institutionnelle sur 450 partis politiques qui existent dans ces pays. Donc voilà, nous tenons bon parce que c'est une grande machine, mais je vous dis, l'absence de Jean-Pierre Bemba nous a causé beaucoup de préjudice. Oui, on peut considérer que maintenant, là, les choses se sont calmées un peu. Nous sommes entrés un peu dans la normalité. Il faut dire aussi que dès là où il est, le président national, la situation du parti nous a beaucoup aidé à ce que la situation puisse être maîtrisée. Non, je ne peux pas prédire l'avenir, mais ce que je peux tout simplement dire, je pense que les MLC entrent dans une zone où il y a moins de turbulences. Donc les 6 années que nous venons de connaître ne vont pas se reproduire dans les années à venir. Pourquoi? Parce que nous espérons que Jean-Pierre Bemba ne va pas encore rester 6 ans en prison. Nous espérons que ce problème va être réglé assez rapidement. Donc les choses ne vont pas être comme elles étaient. Deuxième facteur, des amis ambitieux ou moins engagés politiquement se sont fatigués, se sont lassés d'attendre et sont partis. Je pense maintenant que les gens, puisqu'on a séparé les bons grés des livrets, je pense maintenant que les gens qui sont restés sont réellement attachés au MLC, sont réellement engagés dans la lutte du MLC et qu'ils ont démontré leur engagement en restant 6 ans dans le parti à l'absence de Jean-Pierre Bemba. Je pense que maintenant nous avons une bonne équipe, nous pouvons aller loin avec eux. En fait, dans les dossiers Jean-Pierre Bemba, nous avons une appréhension. L'appréhension, c'est la gestion du temps. Nous avons peur, et nous l'avons constaté depuis longtemps, qu'on est géré sur les temps. On part de report en report. Parce que nous voulons justement aller au fond du problème. Il faut que les juges se prononcent assez rapidement pour que la vérité éclate. La vérité que nous connaissons, c'est que le dossier est vide.
Jean-Pierre Bemba va être libéré. Si on applique la justice, on se réfère à la vérité des faits, Jean-Pierre Bemba va être libéré. Donc nous sommes pressés, nous appréhendons la gestion du temps, mais sous les fonds, nous sommes sereins et nous voulons d'ailleurs que le plus rapidement possible, les choses soient mises à jour. Donc quand on prononce les peines ou les sanctions ou les verdicts dans les autres cas de la CPI, qui ne sont pas des cas similaires, nous voulons que les nôtres arrivent aussi le plus tôt possible parce que nous attendons de bonnes nouvelles. Je parle avec M. Jean-Pierre Bemba tous les jours, on se parle, on fait le point, on analyse la situation du pays, on analyse la situation du parti. Donc tous les jours, je parle avec Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre Bemba est un chrétien convaincu. Ce n'est pas par hasard. Vous vous en doutez bien qu'on a pris comme devise de notre parti depuis la rébellion. Avec Dieu, nous vaincrons.